Bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Comme chaque semaine, nous recevons aujourd'hui quelqu'un pour nous parler de la situation actuelle post-élection présidentielle. Bonjour, Laurent Azoulay. Bonjour. Laurent Azoulay, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, ou plutôt vous étiez, jusqu'au lendemain de l'élection présidentielle, un militant et un responsable du Parti socialiste auquel vous apparteniez depuis, si je ne me trompe pas, 1974. Vous avez remis une lettre de démission à Olivier Faure qui a été rendue publique dans laquelle vous expliquez ne plus pouvoir cautionner les accointances et la perspective d'un accord du Parti socialiste avec l'extrême gauche et plus particulièrement avec la France insoumise. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment et pourquoi vous en êtes arrivé à cette décision définitive? D'abord, merci à vous de m'accorder cet entretien. Vous avez parlé de mon appartenance au Parti socialiste, 48 ans de présence au sein du PS avec malgré tout un certain nombre de responsabilités, puisque j'ai eu la chance à la fois de collaborer avec Lionel Jospin, avec Dominique Strauss-Kahn, avec Pierre Moscovici, avec Pierre Mauroy. Et j'ai eu, depuis 10 ans maintenant, je suis le président de ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelait la Commission nationale des conflits, c'est-à-dire en quelque sorte la cour d'appel de l'instance de droit du Parti socialiste. Et donc, j'étais très impliqué dans la vie du politique du Parti socialiste. Comme dans toute organisation, évidemment, il peut y avoir des débats d'idées, des confrontations, tout ça ne pose aucun problème, puisque quand on adhère dans une organisation, on en accepte les règles de discussion, les règles démocratiques, et donc tout ça est tout à fait normal. Et dans ce Parti socialiste, plus peut-être que dans un autre, le débat a toujours été l'élément absolument fondamental des échanges qu'il y avait entre les uns et les autres. Après, il y a un corpus général auquel on adhère et on accepte y compris d'être minoritaire quand, pour différentes raisons, il y a des oppositions internes. Sauf qu'à un moment donné, j'ai estimé que tout ça n'était plus possible quand on ne touchait plus à des choses accessoires, mais quand on touchait au cœur de ce que nous étions. Moi, quand j'ai adhéré au Parti socialiste, voilà, j'avais des convictions. Les convictions, c'est le social, l'économie, la démocratie, la laïcité absolument fondamentale, et un certain nombre de choses qui sont le corpus absolu de ce qu'est le Parti socialiste. Et quand, comme ça s'est produit donc la semaine dernière, puisqu'en fait ma démission date du lendemain du jour où l'instance qui dirige le PS a décidé d'ouvrir le champ d'une discussion avec les responsables de la France insoumise, non pas sur une discussion politique, mais sur une discussion uniquement d'accord électoral. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les autres, si je puis dire, non pas en fixant un cadre politique de ce qui est acceptable dans la discussion et de ce qui n'est pas acceptable, mais on va à Canossa. Or, moi j'estime, et compte tenu de ce qu'est la France insoumise, de ce qu'est devenu la France insoumise et Mélenchon, je pense que c'est une faillite, c'est une démission, et je ne peux l'accepter. Et d'ailleurs, dans la lettre que j'ai faite de démission, j'explique pourquoi. Ce n'est pas uniquement une démission d'humeur. J'explique pourquoi. Et je dis notamment, par exemple, que je n'accepte pas qu'on puisse se subordonner à un parti qui, par exemple, a menacé les magistrats lors d'une perquisition. Je n'accepte pas un parti qui a soutenu des casseurs et pas les policiers. Je n'accepte pas la subordination à un parti qui soutient les mouvements islamistes. Je n'accepte pas la soumission à un parti qui a transformé ce que nous on appelait le prolétariat social en un prolétariat ethnico-religieux indigéniste. Je n'accepte pas la soumission à un parti qui, par ailleurs, sur des éléments importants pour nous, l'Europe, le nucléaire, l'OTAN, se soumet pas à ça. Je n'accepte pas quelqu'un qui prend comme modèle politique les régimes politiques de Cuba et du Venezuela. Je n'accepte pas, évidemment, un parti qui a dérivé totalement au niveau de la laïcité. Et d'une certaine façon, excusez-moi de le dire comme ça, je n'accepte pas qu'on puisse pactiser avec un parti qui s'appelle la France
insoumise. Parce que pour moi, l'insoumission en droit et dans le dictionnaire, ça a une signification. L'insoumission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se soumet pas aux règles de la République. C'est ça l'insoumission. Ce n'est pas qu'on discute ou qu'on débat, on ne se soumet pas. Et je ne vois pas comment on peut accepter d'être acteur avec quelqu'un qui ne se soumet pas aux lois de la République, mais qui en même temps prétend quand même devenir Premier ministre. Alors justement, pour continuer dans ce que vous avez entamé, c'est un processus qui date en réalité. Beaucoup d'intellectuels, notamment comme Bernard-Henri Lévy, qui appelait une certaine gauche le grand cadavre à la renverse, ou Laurent Bouvet, qui parlait de la gauche zombie, annonçait en réalité il y a des années déjà cette décomposition d'une certaine gauche, parlant d'archaïsme, de déchéance politique ou d'indigence idéologique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la gauche pour peut-être se refonder? Et est-ce que c'est possible en réalité dans le paysage politique actuel français? Plusieurs difficultés. D'abord, à partir du moment où on est un parti politique qui est censé réfléchir à ce que doit être la société, encore faut-il qu'on réfléchisse. Et pour réfléchir, il faut qu'il y ait des débats. Or, et ça, c'est la constatation que j'ai faite depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, pour éviter les télescopages et les dissensions, on ne débattait plus. Moi, je me rappelle très bien, je parle à la JC, donc je sais à qui je parle. Quand, et vous le savez peut-être, moi-même, j'ai été très impliqué à l'époque, dans les années 2000, quand il y a eu les grands débats sur, vous savez, la montée de l'antisémitisme en Tout France, à fait. à l'époque de l'intérieur du Parti socialiste, alors qu'on essayait de sensibiliser les uns et les autres, pour faire très simple, en disant qu'il y a un débat sur le Proche-Orient, c'est un débat, qu'il y a un débat sur l'antisémitisme en France, il ne peut pas y avoir de débat. Et donc, j'expliquais à mes petits camarades que un juif français n'était pas spécialement un soldat israélien en France et que donc il n'était pas le représentant de l'ambassade d'Israël à Paris et que donc il ne pouvait pas y avoir d'assimilation entre ce qu'était la communauté juive française et Israël. Donc, le débat sur l'antisémitisme devait être tranché et extrêmement fermement. Eh bien, il y a eu, non pas qu'il y ait des dérives antisémites au sein du PS, ce n'était pas de sujet, mais il y a eu la peur d'ouvrir un débat. Moi, je me rappelle, j'avais dit à l'époque à François Hollande, je lui avais dit, mais y compris sur la politique au Proche-Orient, ça fait 15 ans que nous n'avons pas posé le terme de ce qu'est la situation au Proche-Orient. Donc, ayons un débat à l'intérieur où chacun défendra son avis politique, etc. Et ce sera tranché d'une façon ou d'une autre, ou de façon modérée, et il y aura une doctrine, il y aura un élément de référence. Et François Hollande me répond, on ne peut pas le faire parce que ça mettrait le feu au Parti socialiste. Donc ça veut dire que quand on a des débats difficiles, en fait, on ne débat pas pour éviter qu'il y ait des problèmes. Alors à quoi ça sert? Et moi, je me rappelle, avec d'autres que vous connaissez bien, on avait fondé donc ce qu'on appelait à l'époque le Cercle Léon Blum, qui était donc, on va dire pour faire très simple, un mouvement de gauche qui combattait l'antisémitisme de gauche, et il a fallu se battre à l'intérieur. Et quand, avec d'autres, avec des garçons comme Daniel Vaillant, Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, on posait des questions sur la laïcité, sur la République, sur la sécurité, en disant mais la sécurité, ce n'est pas un thème de droite, la sécurité, ça touche les gens, nos électeurs, ça ne touche pas les gens qui habitent un hôtel particulier à Neuilly, ça touche ceux qui habitent en Seine-Saint-Denis, donc nos électeurs. Il ne fallait pas en parler parce que c'était des thèmes de droite. Et donc, quand on posait ça sur la table, les docteurs, comme je le disais, les docteurs, en ceux qui savent ce qu'est la gauche, nous disaient dérive droitière. Donc, c'était une façon de mettre un terme au débat. Pour revenir à votre question, quand pendant 20 ans, vous ne débattez pas, quand vous n'avez pas de confrontation, quand vous n'avez pas la capacité à réfléchir à nouveau à ce que doit être le monde futur, quand vous n'avez pas d'alliance, quand vous n'avez pas de programme, quand vous n'avez pas de stratégie et qu'accessoirement, qui n'est pas un accessoire, vous n'avez pas de leader, ça pose un problème pour
aujourd'hui revenir en politique. Donc moi, je dis ça à mes amis, je leur ai dit, je le leur ai écrit maintenant, je ne peux plus supporter cette espèce de carence intellectuelle parce que une élection, c'est pas uniquement présenter un candidat dans tel ou tel endroit. Il faut porter un projet. Or, le problème, c'est que ça fait des années que nous ne portons plus de projet. Ça fait à peu près, depuis le dernier grand débat que nous avons eu à l'intérieur, qui était d'ailleurs passionnant, c'était le grand débat à l'époque du référendum sur la Constitution européenne. Voilà. Depuis, on se laisse aller. 2005, ce que je vous dis, quand je vous dis entre 15 et 20 ans, c'est cette époque-là. Voilà. Alors, pour finir, c'est une question que nous posons à chacun de nos invités. Et donc, je vais vous la poser également. Si vous aviez l'occasion de passer quelques minutes avec le président Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui demander, notamment en début de mandat? Prétentieux. Compliqué. Moi, je n'ai aucun problème avec le président Macron. Je pense qu'avec des approches évidemment qui peuvent dépendre des sensibilités des uns et des autres, je pense que globalement, il dirige la France avec compétence et sérieux. Si j'avais à poser 2-3 sujets, je pense que ce qui touche la France aujourd'hui, c'est la césure qui existe entre deux France qui va être très difficile de réconcilier. En gros, je fais très simple, mais c'est entre la France qui marche et la France qui est en panne. C'est entre ceux qui sont en colère et ceux qui sont confiants, entre ceux qui souffrent et ceux qui espèrent. J'ai longtemps cru au débat droite-gauche. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat est dépassé parce qu'aujourd'hui, il y a deux Frances un peu différentes qui sont face à face. Donc, si j'avais quelque chose à lui proposer ou à lui demander, ce serait peut-être qu'il puisse trouver, puisqu'il a une intelligence politique, essayer de trouver cet équilibre nécessaire parce qu'il ne faut pas pénaliser les uns ou les autres. Donc, du coup, c'est à la fois agir pour la France qui crée, qui est en dynamique, sans laisser de côté ceux qui n'ont peut-être pas la capacité aujourd'hui à rentrer dans cette France-là. Et donc, c'est ce savant équilibre entre les deux qu'il doit essayer peut-être à laquelle il doit réfléchir parce que moi, ce qui me fait peur, y compris d'ailleurs dans ce que je disais tout à l'heure sur l'échec ce qu'on appelait à l'époque des partis de gouvernement, c'est que d'une certaine façon, il y a une France centrale qui avance, il y a deux France, pour faire très simple évidemment, hein, la France de l'extrême droite, de ceux qui ont voté pour l'extrême droite, et puis de cette espèce de radicalité écolo-mélanchoniste, et que si cette France qui réussit ne pense pas aussi aux deux autres partis, ça va être très compliqué parce que si, pour des raisons X, peu importe, la France que propose Macron n'y arrive pas, c'est quoi l'alternative? Et donc, je pense qu'il faut, à chaque fois que l'on démarre un grand projet, penser à la fois à l'efficacité du projet et est-ce qu'il prend tout le monde en compte. Voilà, ce serait plutôt quelque chose comme ça dont j'aimerais discuter avec lui. Finalement, un en même temps. Forcément. Merci beaucoup, Laurent Azoulay, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, particulièrement à un moment aussi important pour le pays et aussi pour le parti dans lequel vous avez passé autant de temps et d'énergie. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt, j'espère. À bientôt.